Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play, le podcast dédié au college football. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Kevin, comme depuis le début de l'année, et en compagnie d'Elio qui fait son retour. Salut Kevin, salut Elio. Salut tout le Salut, monde. salut. Une week 5 de college football qui, pour le coup, a été vraiment exceptionnelle. Elle était sur le papier, je trouve qu'elle l'a été aussi sur les rencontres. On a eu le droit à beaucoup de matchs serrés, contrairement à la NFL le dimanche. Euh, Ouais, c'est gratuit, on commence comme ça. J'ai besoin d'extérioriser Ouais, petit tir là, un petit ma tir, nuit de petit samedi gros à tir. dimanche qui a été catastrophique. Je m'en suis pris plein la gueule. Ça a été compliqué de s'endormir et là, j'ai besoin de, voilà, de décompresser. Elio, tu disais? Non, je disais que c'était un petit tir pour la NFL, mais cela dit, c'est pas faux, hein, parce que bon, c'est vrai qu'on a tendance, moi qui suis fan de NFL, hein, et évidemment, vous me connaissez, on a tendance à lire souvent, oui, le college football, c'est moins intéressant parce qu'il y a des trop gros scores, etc. Et puis les scores pris en exemple sont souvent des grosses équipes face à des minuscules équipes en week 1 et week 2. Je vais pas vous l'apprendre à vous qui écoutez le podcast. Et hier, on s'est retrouvé avec deux équipes à quasi, enfin une équipe qui met 70 points aux Broncos, qui n'est pas une mauvaise équipe, désolé Prince. Et une autre équipe, pareil, qui met quasiment 70 points en NFL. Enfin bref, il n'y avait pas beaucoup de suspense sur beaucoup de matchs hier en NFL, donc je sais pas. Je croyais que ce n'était propre qu'au college football. Enfin bref. Et Alors d'ailleurs, je que, suis à Ouais, contrario, vas-y. ce week-end de Hmm. college football, excuse-moi Gus, ce week-end de college football nous a donné beaucoup de suspense. Et je fais appel à votre mémoire, les gars, pour retrouver un 70-20, enfin, une équipe de college football qui est allée jusqu'à 70, faut remonter à quand? Évidemment, là en tête, moi, il y a la prolongation entre, LSU et Texas A&M, 74-72 si je dis pas de bêtises. Mais hormis ça, j'ai pas de souvenir d'équipe à plus de 70 points, hein. Tu parles Oregon, ils sur ont pas fait. tu parles sur une confrontation Power 5, je pense, parce qu'effectivement, Ouais. les cupcakes FBS, FCS de début de saison, ça compte pas, je pense. Oui. Parce que sinon, on en a tous les 3 premières semaines. Euh, non, Pas de effectivement, souvenir, hein, 70 perso. points, 70 points, il y aurait pas un match d'Oklahoma ou de Baylor qui Ouais. s'est rapproché, ou Texas Tech, Ouais, si, Texas Tech. Bon, dernières après, années. Texas Tech des grandes années, il y a eu plein de matchs comme ça. Mais ouais, c'est vrai. Bah, tiens, on regardera ça pour, pour la semaine prochaine, pour le prochain podcast. On ira faire nos recherches. Bref, les gars, on va commencer tout de suite avec Ohio State Notre-Dame. Euh, Vous m'interrompez hein, si je monopolise la parole. Parce que au-delà de la défaite de Notre-Dame, et là vous allez entendre un fan de Notre-Dame qui parle, c'est un match qui a été très intéressant déjà dans son contenu, et puis grâce aux conclusions que l'on peut en tirer, en fait, c'est un match qui a été, qui en dit beaucoup en fait sur ces deux équipes-là, et c'est pour ça que je trouve qu'il est très intéressant, et c'est la raison pour laquelle c'est peut-être le principal match sur lequel nous allons nous pencher ce week-end. Alors c'est parti. Ohio State a battu Notre-Dame 17-14 dans le match le plus regardé sur NBC depuis 1993. En 1993, c'était le Notre-Dame Florida State qui avait fait le premier match, le premier déplacement du College Game Day sur un campus, qui avait fait 22 millions de téléspectateurs. D'ailleurs, j'en profite, ça montre à quel point le nombre de téléspectateurs a baissé en college football quand même sur les 30 dernières années. Et on le voit aussi avec les playoffs, depuis que les playoffs ont été instaurés en 2014. Ohio State qui s'impose 17-14 à la dernière seconde sur une course de 1 yard du powerbike Trainaum, si j'écorche pas son nom. Alors ça fait beaucoup de 1. Il y a aussi, j'ai pas dit 1 centimètre, je pense que son genou touche le sol littéralement quelques centimètres après que le ballon ait dépassé la ligne de but. C'est une victoire qu'Ohio State est allé chercher dans les derniers instants grâce à un drive qui pour le coup a été incroyable. Je sais qu'Elios, ce drive-là t'a aussi marqué. Alors s'il faut refaire un petit peu, tu vois, le déroulé de ce dernier drive, c'est que Ohio State récupère le ballon à 1 minute 26 de la fin. Troisième et 10, catch de 23 yards d'Emeka Egbuka qui a fait un gros match. Enfin, hein, l'ancien 5 étoiles qui montre voilà, pourquoi il était un 5 étoiles. Quatrième et 7 après, passe réceptionnée par Julian Fleming, aussi le 5 étoiles pour 7 yards. Donc là aussi, à littéralement quelques centimètres, et Ohio State a frôlé la défaite. Interception quasiment ratée du safety de Notre-Dame sur une deuxième tentative. Celle-là, elle va monter très longtemps, les gars, mais je crois on va pas en parler, sinon je vais m'énerver. Et enfin,
le jeu le plus important, 3e et 19, et catch d'Emeka Egbuka de 21 yards, voilà, catch à 1 yard de l'embut, qui permet ensuite à Ohio State de se mettre en formation pour son power bike et d'inscrire le touchdown. Honnêtement, c'est un drive auquel Ohio State et Ilo nous a habitués quand même ces dernières années. S'il y a bien une équipe dans le pays à qui il ne faut pas donner une minute pour remonter le terrain, c'est Ohio State. En fait, c'est simple, Gus. Rappelle-toi, dans une des conversations qu'on a en privé, j'ai envoyé un message directement en disant là, Notre-Dame a laissé trop de temps. En fait, ce qui se passe, c'est que le drive avant de Notre-Dame qui se termine par un punt, euh, Notre-Dame se retrouve en 3e et 15 et décide de jouer à la course au lieu de tenter la passe. Tu vois, tant pis, tu tentes la passe. Si la 3 et 15 elle passe, bah, tant mieux. Si elle passe pas, bon bah voilà, moins de regrets, on va dire. Et là, non, vous tentez la course, donc ce qui annule le first down d'avance. Il reste trop de temps pour une équipe comme Ohio State. Et sincèrement, j'ai été assez surpris de Kyle McCord parce que, alors, il a failli se faire intercepter en effet, mais moi, je ne l'ai jamais senti réellement à l'aise sur ce match. Depuis le début de la saison, j'ai quand même des réserves sur lui alors que je croyais beaucoup en ce quarterback. Et là, avec C'est le toute match la qui le pression lance. qui. Hein? C'est le match qui le lance, ouais. Et c'est le match qu'il lance après, avec toute la pression que tu as Mm. sur cette remontée à faire, ce comeback à faire dans un match ultra important où tu joues à l'extérieur, etc. J'ai quand même s'il a failli être intercepté une nouvelle fois, j'ai trouvé quand même salutaire ce qu'il a produit. Et voilà, encore une fois, c'est Ohio State. Tu lances le ballon, tu as toujours un top receveur pour le récupérer. Si tu as besoin d'une course, tu as au moins 3 running backs capables de les faire. Et malheureusement, bah, Notre-Dame l'a payé cher. Voilà, mais ça conclut un match quand même qui était ultra équilibré. Je trouvais qu'en fait, mine de rien, même si ça ne va pas dans ton sens, Gus, évidemment, je trouvais que la conclusion de ce match était presque logique, que ce soit pour Ohio State ou pour Notre-Dame, dans le sens où Notre-Dame aurait très bien pu remporter ce match sur une fin similaire. Moi, je Là, dirais même plus. c'était les Buckeyes. Je dirais qu'on aurait dû gagner. Ah, mais ça, c'est certain. C'est certain. Mais voilà, encore une fois, tu vois, à la fin de ce match, je me suis retrouvé. Alors, c'est 17-14, mais d'un point de vue très personnel, je me suis retrouvé plutôt satisfait. J'ai eu ce que j'attendais, c'est-à-dire pas de blowout, deux belles équipes, deux grosses défenses, deux attaques qui, par moments, montraient des flashs, mais galéraient tellement ces défenses étaient fortes. Mm. Et j'ai eu un vrai match à suspense entre deux énormes équipes, en fait. Voilà, c'est même pas deux grosses équipes, c'est deux énormes équipes qui sont affrontées samedi soir. Bon, je vais pas faire mon Mobutu, mais il y a une chose dont on doit parler, c'est la gestion de l'effectif de Notre-Dame sur les 2 derniers jeux du match, donc les 2 derniers jeux où Ohio State était à 2 et 1 yard de l'embut, où en fait Notre-Dame a joué ces 2 jeux-là avec seulement 10 joueurs sur le terrain. C'est inexcusable. C'est une faute grave du staff. C'est une faute qui arrive mine de rien pas si souvent que cela, et quand elle arrive à un moment aussi important du match déjà, et aussi à un moment aussi important dans l'histoire de Notre-Dame, hein, parce que c'est, vous savez, les défaites dans ces gros matchs, c'est un peu devenu, voilà, depuis 30 ans, le problème du Fighting Irish. Hem, on est toujours proche de battre ces grosses équipes, mais on les perd sur des faits de jeu totalement mérités pour le coup. Tu vois, enfin, Ohio State a aussi très bien joué, et on perd, voilà, on n'arrive plus à gagner ces matchs. Pour la petite statistique, on est à 4 victoires et 20 défaites depuis 1994. Lorsque nous sommes classés dans le top 10 et qu'on affronte une équipe du top 10, alors que Ohio State est à 23 victoires et 9 défaites depuis le Rose Bowl de 2010. Donc là, voilà, il y a vraiment deux programmes qui ne sont pas au même niveau sur ces matchs ultra importants. Et puis les fans de Notre-Dame, pour faire un petit peu d'histoire, face à Florida State en 2014, on avait aussi perdu à la fin sur un flag imaginaire, mais on avait perdu. Georgia en 2017, on perd sur un strip sack. 2019, on perd aussi d'arien. L'an dernier, face à Ohio State, on perd de pas grand-chose. Voilà, on n'arrive pas à faire basculer
ces rencontres de notre côté. Et moi, j'en parlais sur Twitter, je disais que c'est peut-être ce qui différencie Notre-Dame d'Ohio State et de ces grandes équipes, c'est qu'il faut qu'on arrive à passer ce cap. Et je pense que les causes sont multiples. Il faut savoir où il faut aller s'améliorer pour franchir ce cap. Mais en tout cas, il y a une faute qui est imputable sur ce coaching staff, c'est de ne pas avoir joué à 11 contre 11 sur ce dernier play, d'autant plus que le powerback d'Ohio State passe la ligne, mais d'un rien. Imagine s'il y avait eu un D-line à cet endroit-là de la ligne défensive. Est-ce que ce joueur d'Ohio State serait passé? Peut-être pas. On va pas réécrire le match, mais c'est une faute qui coûte. Alors pour moi, elle n'est pas responsable de notre défaite, mais elle est très grave. Et voilà, c'est pour ça que c'est sur ce genre de choses qu'il faut s'améliorer. Ouais, du coup, Auguste, je t'avoue que j'ai regardé l'action parce que je savais à l'avance que vous étiez 10 sur le jeu, si je dis pas de bêtises. Il y a un temps mort avant le jeu d'avant, le premier que vous jouez à 10. Du coup, Ohio State joue pas du côté faible, enfin du côté faible de la formation où il manque un joueur. Je crois qu'il joue à la passe et c'est une passe incomplète. Oui, Mais je te confirme que le joueur qui manque, il manque un D-end sur la droite de votre D-line. c'est Et en ça. fait, c'est un outside linebacker ou un safety qui est obligé de descendre, sauf qu'en fait, le bloqueur, il a, au lieu d'être un short et d'avoir un free rusher, en fait, vous avez un contre un et il prend le bloc et il va gratter. Et je te confirme que, à moins que votre DN se fasse malaxer et reculer de 2 yards dans la end zone, pour moi, vous le stoppez normalement. Après, est-ce que le running d'Ohio State prend ce gap parce qu'il voit qu'il manque un Oui, joueur? c'est C'est pour peut-être ça ça aussi, tu que vois. c'est Donc, peut-être aller vite mais en besogne de dire que ça serait ça, mais ça non, mais enlève rien au Et est-ce parce que que caractère. Ohio State surtout enfin, reste non, sur ce play ou pas avec un défenseur en plus? C'est ça en aussi la soi, question. je pense, mais c'est surtout que sur le reste de la D-line, vous stuffez bien le run en fait. Vous stuffez bien le run et il a que le cutback qui est ouvert à gauche et c'est parce qu'il vous manque un DN. Donc effectivement, je suis d'accord et c'est dommage parce que je pense que le match a été très bien coaché de la part de Notre-Dame sur tout le match. On avait parlé pendant le 1-2-6, c'était un peu la défense contre tous les playmakers d'Ohio State, que ce soit les receveurs ou Trevian Anderson. Trevian Anderson qui marque donc du coup, si je dis pas de bêtises, le premier touchdown d'Ohio State qui leur met 10-0 d'avance. Ouais, Le touchdown, il fait 61 yards. Il finit à 104 yards total en 14 carries. Et c'est littéralement la moitié des rushing yards d'Ohio State sur le match. Ce qui veut dire que là, Anderson, il finit avec 7,4 de moyenne, c'est cool. Mais sur le reste de ces 13 portées, vous le limitez à 3 yards de moyenne. c'est En le fait, seul, c'est le seul big play qu'on a voilà, permis. c'est simple, c'est surtout le seul le seul run de plus de 9 yards en fait. Et puis même, Moi, tu il y a vois, 2 choses vas-y. qui je suis désolé, il y a 2 choses qui m'ont beaucoup intéressé, aussi, Notre-Dame d'un point de vue offensif et défensif. C'est que Ohio State, on connaît la D-line, il y a des têtes qui s'appellent Jock Sawyer, il y a des JT Tuimoloau, il y a des Cody Simon qui se baladent, enfin il y a des gros joueurs, Tommy Hackenberg évidemment. Hem, on sait que vous avez une top O-line, mais encore une fois, on dit qu'on en a besoin dans les gros moments. Bah là, c'est 0 sac pour Ohio State face à votre O-line. Pareil, du côté de votre défense, Benjamin Morrison, C'est là où je voulais en il venir. alors je vais le dire pour toi, il a Ouais, tu complètement raison. shut down, Marvin Harrison Jr. Ça a été, en fait, Harrison qui se retrouve avec 32 yards en tout, ce qui est ultra Il sort inhabituel à la pour lui. mi-temps, hein. Ouais. Enfin, il se blesse sur le TD justement de Mmh. Henderson. Il se fait rouler la cheville relativement Ouais, salement. par le safety sur un Ouais, plaquage effectivement, loupé. il le joue qu'une mi-temps, mais comme tu le dis, c'est pas comme s'il a fait une Troy Franklin et qu'il avait déjà mis ses 110 yards en première mi-temps, quoi. Il Ouais, c'est avait été clair. shut down effectivement avant de sortir. Après, il y avait des situations, évidemment, on le prenait à 2. Joueur exceptionnel nécessite des mesures exceptionnelles, et ça a libéré Egbuka qui a été plus souvent a été plus souvent libre et qui lui termine avec 96 yards dans cette réception. Et lui, pour le coup, Egbuka a fait un énorme match. Donc oui, Elio, moi aussi, c'est ce que j'ai retenu, c'est que notre défense aérienne a vraiment été excellente. Cam McCord termine avec 21 passes complétées sur 37, soit un pourcentage de complétion de 57%. Il lance aucun touchdown. Et je reviens aussi sur ce que tu disais sur la O-line. Ce que j'ai aimé, c'est que, et on en parlait aussi en privé,
Notre-Dame aurait pu plus jouer à la passe. Vous voyez, Sam Hartman, il termine avec 17 passes complétées sur 25 et 175 yards. Mais en deuxième mi-temps, c'est notre jeu à la course qui nous remet dans le match. Je rappelle qu'on perdait 10-0 et c'est justement notre line qui a dominé la ligne de scrimmage qui nous a permis de repasser à 14-10 à quelques minutes de la fin. Et moi, j'ai bien aimé ce coaching situationnel. Après, vous allez me dire, bah, si tu marches bien à la course, c'est normal que tu continues à la course, mais je pense pas que c'était quelque chose d'évident, surtout face à la D-line d'Ohio State. Et on a réussi à s'adapter, on a réussi à aller continuer à chercher ces yards, ces first down. Ça n'a pas suffi évidemment sur notre dernier drive offensif, Elio, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, où là elle a fait les jeux et notamment JT Tumolao. À un moment, on tente une screen et je pense que si cette screen passait, on allait chercher le first down et on assurait quasiment la victoire. Et JT Tumolao est sorti et a presque réussi à attraper une interception. Et toi, c'est le genre de play, on l'a pas trop vu sur ce match, JT Tumolao, mais c'est ce genre de play hyper clutch qui a fait gagner Ohio State en partie. C'est lui qui a donné la possibilité à l'attaque des Buckeyes d'aller marquer. Et c'est aussi une chose qu'il faut noter. Je vous propose juste, je vais vous dire un fait selon moi. Et vous allez me dire si vous pensez que c'est juste ou non. Euh, Ohio State est une équipe physique. Et là, je fais écho aux propos de Lou Holtz, l'ancien coach de Notre-Dame, qui critiquait Ryan Day, ses équipes qui ne jugeaient pas assez physique pour remporter les gros matchs. On est d'accord que sur cette rencontre-là, Ohio State a montré qu'il pouvait jouer les gros bras, que ce soit dans les tranchées ou ailleurs. Je t'avoue que et pourtant il y a deux trois trucs parce que j'ai eu du mal à rattraper tout parce que je me suis pitoyablement endormi relativement tôt samedi soir, donc j'avais pas mal de choses à rattraper. La déclat de Lou Holtz et la réponse de Dez sont deux choses que j'ai zappé de rattraper. Mais c'est quelque chose que on en parlait un peu avec Bama ou avec d'autres équipes comme ça. En fait, le physique, il est là. Le physique, il est là, tu peux pas le nier. Le physique intrinsèque, il est là. Et après, dire que c'est les équipes de Ryan Day, je sais pas si. Je pense que c'est peut-être plus vis-à-vis de son coaching que vis-à-vis de ses joueurs que Lou Holtz a remis en cause. Après, la manière dont il l'a géré, on connaît un peu la tendance des coachs ces dernières années à faire us against the world, on va dire. Mais non, je pense qu'Ohio State est bâti aussi pour ce genre de match-up et le fait de résister à Notre-Dame parce que et tu venais d'en parler, hein. Moi, je trouve que niveau coaching, le fait de ne pas perdre le run game parce que vous courez 39 fois dans le match, si je dis pas de bêtises, le fait de pas abandonner ton run game alors que tu mené de 10 points par Ohio State, c'est quelque chose à mettre au crédit de Notre-Dame et à l'inverse, certes, Notre-Dame a réussi à le faire, mais pour garder Ohio State honnête. Mais après, vous êtes à 39 courses, 176 yards, 4,5 de moyenne. C'est pas non plus, si je dis pas de bêtises, je vais pas dire que vous roulez plus ou moins sur tout le monde niveau course, mais vous avez un très bon run game. Donc c'est pas, je vais faire un peu du foreshadowing, mais c'est pas non plus la défense de Colorado que vous avez quoi, que Ohio State a. Donc je trouve que c'était après Lou Holtz a dit, je vais faire mon salaud. Je pense que Lou Holtz a dit pas mal de conneries ce week-end. Et d'ailleurs, on en parlera dans la On en suite parlera de en transport. l'épisode la tendance des coachs ou des anciens coachs à se mettre un peu sur la gueule là depuis le début de la saison. Entre lui et Corso qui se sont un peu fait rattraper par la patrouille des head coach ce week-end. Donc non, je pense que la critique était potentiellement valable sur certains matchs, mais je pense que si on regarde big picture, si on regarde tout le schéma en grand, je pense que non, cette équipe, elle est legit quand même. Ça reste du 4-0. Ça reste, si je dis pas de bêtises, que je vois le Nouvel Eight People, ils sont passés quatrième, ils sont devant Florida State même. Donc non, je pense que ça va. Après, ça va jouer sur la fin de saison. Penn State, ils ont montré des belles choses aussi. Michigan Ouais, aussi. On sait et que c'est puis des The matchs Game, très ouais. physiques. Et comme tu dis, qu'ils jouent dans les tranchées. Et souvent, ça joue plus à l'envie, à la volonté et à la forme du moment qu'au talent intrinsèque. Donc, ce sera à voir. Je pense que comme d'hab, ils jouent en fin de saison. Donc, on verra ça dans plusieurs semaines. Et comme tu l'as dit, Gus, je pense que Kyle McCord peut être lancé grâce à ce match et un quarterback lancé dans cette attaque d'Ohio State, ça peut enflammer une saison. On en a terminé avec Ohio State Notre-Dame.
On va passer au second gros match de cette Week 5. C'est le déplacement du quatrième Florida State à Clemson et les Seminoles, bien qu'ils n'ont jamais mené en fait de tout le match, ont remporté la partie 31-24 en prolongation. C'est leur 10e victoire consécutive. Seul Fresno State et Georgia sont devant sur cette statistique. Par contre, on commence sur ce match. Je pense qu'il serait juste de parler de Clemson, qui a fait une grosse rencontre, notamment les gars en première mi-temps. Il faudrait retrouver les statistiques, mais je crois que l'attaque de Florida State a à peine avancé d'une centaine de yards. Alors évidemment, c'est pas comme Iowa face à Penn State, et là aussi on va en parler tout à l'heure. Mais moi, ça m'a marqué plutôt cette performance de Clemson. Euh, j'ai plus de réserves en fait, moi, sur cette défense de Clemson. L'attaque d'Ohio State, excusez-moi, de Florida State, je à mon sens, a fait quelques erreurs. C'était plutôt ça qui a fait que bah, c'était au ralenti pendant ce premier quart-temps. Malgré qu'au final, l'attaque de Clemson, c'était de la même chose, hein. Il y a eu un field goal de marqué au premier QT, mais c'est tout. Euh, je trouve que contrairement au Clemson, grand Clemson qu'on connaissait, il faut se faire bien évidemment violence et se dire que ce n'est plus le même Clemson. À l'époque, les Tigers auraient tué le match assez rapidement, je pense. Et là, ils ont laissé Florida State dans le match tout au long du match. Et je trouve justement bah, que ça nuance un petit peu cette performance. Alors oui, c'est un bon match face à une très belle équipe des Seminoles, etc. C'est un bon match pour Clemson. Mais c'est vrai que je suis un peu resté sur ma faim. Il manquait de la pression de la D-line, il manquait des vrais DB, Sur- il manquait un peu de tout ça qui aurait clairement pu tuer le comeback en fait de Florida State. Donc je sais pas, je suis quand même mitigé moi. Parce que Florida State termine la partie avec 22 yards à la course, hein. Alors qu'on sait qu'avec des joueurs comme Tua Philly ou Trey Benson, ça marche plutôt bien. Euh, ouais, je trouve que Ouais, ouais, mais en tu fait, vois, par Clemson exemple, a il y a eu payé peu de ses portées. erreurs. Il y a eu seulement 20, excuse-moi, il y a eu seulement 20 courses pour Florida State au final. Ils ont beaucoup misé sur la passe. 26 courses. Oui, attends, pardon. Ouais, 20 courses. Ouais, mais Et après, 20 courses, 22 yards, ça bah, reste, c'est un yards par portée, quoi. non, non, mais je veux dire, ok, ça a été bien stoppé, etc. Mais c'est pas là où FSU a concentré tout son jeu. Donc, encore une fois, personnellement, je nuance. Je suis pas ultra convaincu. Après, Enfin, tu vois, je suis de moins l'autre côté, on peut convaincu dire que que Jordan toi, peut-être. Travis a lancé 21 pas, enfin, a complété 21 passes sur 37 aussi, tu vois. Ouais, mais ce que je te disais dans mon argumentaire, c'est qu'il y a eu des erreurs de l'attaque de Florida State qui ont un petit peu freiné la machine, quoi. Et que Clemson a su exploiter derrière, parce que finalement, l'attaque de Clemson a aussi fait un bon job, tu vois. Mais en dehors de ça, enfin, l'attaque de Clemson en première mi-temps, hein, et 3 premiers quarts-temps, surtout. Mais en dehors de ça, je sais pas, il manquait le truc tranchant qui aurait pu faire gagner le match à Clemson. Et au final, ils ont laissé les Seminoles tout au long du match dans le match, tu vois. Alors qu'au début, encore une fois, Florida State faisait des erreurs. C'était à ce moment-là où il fallait vraiment les mettre en déroute. Quand Elio parle de ce que j'entends, et je pense que c'est le cas, c'est que c'est plus une défaite de Clemson qu'une victoire de Florida State, si je peux utiliser, si je peux dire ça, parce que fin du troisième quart-temps, Florida State marque sur un scoop and score du DB Kalen DeLoach qui sac Kate Klubnik et qui récupère le ballon pour aller inscrire le touchdown. Clemson, à 1 minute 49 de la fin du match, a le field goal de la gagne. Il est raté par le kicker, évidemment, qui s'appelle Jonathan Vates. Et devinez quoi, Jonathan Vates, je suis allé un petit peu faire mes recherches sur lui. Il a pris Pas sa triste, retraite quoi. l'an dernier. C'était un kicker walk-on qui avait jamais tenté le moindre field goal pour Clemson. Mais vu le début de saison très compliqué du kicker titulaire des Tigers, Dabo l'a rappelé parce que ce Jonathan Vates est encore éligible, puisqu'il prend des cours en ligne à Clemson.
Et pour l'anecdote, il devait commencer son nouveau job là dans une semaine à New York. Alors, je sais pas s'il va rester titulaire encore tout l'automne avec les Tigers ou s'il va partir, s'il va rentrer dans le monde du travail la semaine prochaine. Mais voilà, c'est assez drôle et assez étonné quand même que Clemson ait du mal avec ses kickers parce qu'on a eu Beatty Potter quand même pendant quelques années. Une équipe avec ce niveau qui a pas de bons kickers, moi ça me laisse toujours un petit peu pantois. On sait qu'Alabama aussi pendant des années a galéré avec les kickers. Là, Will Richard en ce moment c'est l'exception, mais voilà. Et ce qui est drôle sur l'anecdote, c'est ce qu'il disait pendant le broadcast, c'est qu'en fait, c'est carrément les deux fils de Dabo Swinney qui lui ont dit, écoute, il est encore là. C'est les deux fils de Dabo qui lui ont appris que le mec était encore là. Enfin, il fait son équivalent de son doctorat, je crois, en ligne, comme tu le disais. Il devait travailler dans la finance à New York. Et carrément, le truc le plus drôle, c'est que son patron, qui venait de l'embaucher, lui a dit, écoute, je peux pas te refuser ça si tu as l'opportunité d'être kicker. Là, il dit, premièrement, je te refuserai jamais ça et deuxièmement, je serai au stade quand tu kickeras. Donc il y avait littéralement son futur patron, qui était dans les tribunes. Il marque son premier field goal, de je sais plus combien de yards, mais pas plus de 30-35 yards et il rate le deuxième à, comme tu le dis, à moins de 2 minutes de la fin, qui était pourtant le plus facile des 2. Mais comme tu dis, moi, je trouve ça assez étonnant que moi, c'est surprenant. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est surprenant qu'une équipe comme Clemson soit dans une dèche pareille. Quand on voit que les coachs modernes connaissent l'importance des special teams, qu'un programme comme Clemson soit en difficulté comme ça au niveau des kickers et quand on voit que, bah, ça leur coûte un match et qui aurait pu être leur statement win et là, potentiellement leur meilleur win de la saison. Et bah, Clemson n'est pas assez loin de cette victoire, hein. Je le rappelle, ils ont mené tout le match et même quand tu regardes les statistiques, ils ont inscrit 118 yards, enfin ils ont parcouru 118 yards de plus que les Seminoles. Même 25 first down contre 16 first down, plus de troisième tentative réussie. Voilà, je pense que Clemson peut s'en mordre les doigts, surtout que c'est la première fois depuis 2010 qu'ils commencent la saison en 0-2 en conférence. Et à l'occasion, Florida State remporte sa première victoire face à Clemson depuis 2014, hein. Ils étaient sur une série de 7 défaites consécutives. Là aussi, c'est une chose qui fait du bien et qui vient signer la fin d'un super mois de septembre, quoi. On en parlait dans les previews, dans la preview avec Elio, on disait que ce mois de septembre serait mais primordial pour Florida State avec tous les espoirs qu'on leur porte. Et bah, tu termines à battre LSU et Clemson à l'extérieur, enfin Clemson chez eux. Clemson peut être moins bon, c'est toujours un exploit d'aller gagner à Clemson. Ça, c'est une chose qui ne changera jamais, malgré le niveau un petit peu en deçà en ce moment. Et voilà, Florida State est en 4-0 avant de commencer un calendrier un petit peu plus facile, hein. La Florida State, je l'ai sous les yeux, le calendrier, c'est Virginia Tech, Syracuse, Duke, Wake Forest, Pittsburgh, puis après Miami, North Alabama et Florida. On a Et fini c'est sur... écrit pour que Florida gagne ce match, alors que Florida sera sur un bilan honteux cette année. Ah oui, bah ça, tu connais, hein, Florida et enfin, puis les matchs de rivalité, ça change jamais. Et non, il y a aussi une autre chose que je voulais dire, enfin qui me marque, c'est on est quand même passé d'une équipe de Florida State. Vous vous rappelez de la défaite face à Jacksonville State là sur le Hail-Mary? Ouais. Ils menaient de 10 points. Là, ils sont menés tout le match et ils arrivent à aller chercher la victoire. C'est quand même une preuve de maturité, tu vois. C'est la preuve que voilà, Florida State a quitté ses mauvaises années et qu'en 2 ans, bah, Mike Norvell a réussi à littéralement tout changer et ça, c'est à mettre à son crédit. On passe au débat et là, ouh là là, il y a des choses à dire. Je sens qu'on va pas être d'accord. C'est, on l'a constaté là ces dernières semaines, il y a une recrudescence un petit peu du trash talking, des coachs en college football. Alors évidemment, vous avez tous entendu dans la presse, coach Sanders, coach Prime à Colorado,
Dan Lanning aussi, même si on n'est pas d'accord. Ryan Day qui se plaint de Lou Holtz. Jack Dickert qui envoie des scuds à Lee Corso qui a 86 ans. Comment vous expliquez le fait que les coachs aillent encore faire plus de trash talking, ouais. Alors, moi, je vois pas forcément ça comme du trash talking, surtout quand tu parles de Dickert. Parce que certes, Ryan Day, par exemple, ça a mal été reçu, mais ce qu'a dit Dickert, le coach donc de Washington State, Moi, je suis d'accord à 100%. parce que c'est en gros, pour vous resituer un peu, c'est Lee Corso dans College Game Day qui a dit que le Washington State, Oregon State, c'était le Nobody's Watching Ball ou quelque chose comme ça. Donc, en gros, le match que personne ne regarde. Je l'aurais peut-être plus formulé peut-être plus de la sorte, le match que les équipes, enfin, le match que les gens ne veulent pas regarder, parce que c'est un peu la problématique typiquement de Washington State et Oregon State et la raison pour laquelle ils sont là. Mais alors que c'est deux très belles équipes qui ont produit un super match d'ailleurs, on en parlera un peu après. Mais pour moi, en fait, tout se résume aux médias. Ce qui veut dire, Ryan Day qui s'en prend à quelqu'un des médias, t'as Dickert qui s'en prend à quelqu'un des médias. Coach Prime, je pense qu'il joue beaucoup sur les médias. Après, moi, ce qu'il dit à son équipe pour les motiver, j'en ai pas grand-chose à faire, tu vois. Tu motives tes joueurs comme tu veux. Je dirais rien là-dessus parce que pour moi, c'est un très bon motivateur, surtout avec les jeunes. D'ailleurs, il a dit lui-même, il avait pas envie de coacher en NFL parce il arrive pas à reach des adultes qui sont millionnaires. Il préfère motiver des gamins et je comprends totalement la mentalité. Et ce qu'a répondu Lanning, en fait, il faut comprendre que Dan Lanning en conférence de presse juste avant le match, les 3 premières questions qu'on lui pose, c'est même pas sur Colorado, c'est sur Coach Prime. Enfin, c'est sur Deion Sanders du coup. Et il y a 7 ou 8 questions de sa conférence de presse, c'est Deion Sanders. Donc en fait, on se rend pas compte à quel point les médias, ils sont désormais omniprésents et toutes les narratives qui sont créées à cause des médias. Et je pense qu'il y a beaucoup de coachs que ça saoule. Et ce que disait Dan Lanning dans son speech, qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'il dit, le fait que nous, on est basé sur le terrain et pas sur la substance, effectivement, je comprends que ça puisse faire rire quand on connaît je ne vais pas dire le passé, je veux dire le passé, le présent très flashy d'Oregon et qui est beaucoup dans les médias. Je comprends bien sûr ce point. Mais le fait que, pour moi, ce que Dan Lanning voulait dire, c'est que tout ce qui s'est passé avant, tout ce que les médias ont dit, en fait, ça s'oublie parce que ça va se gérer sur le terrain. Et moi, c'est ce que je disais pendant le 1-2-6, c'est tous les matchs d'avant, ils servent à rien parce qu'on sait qu'Oregon, ils vont éclater Colorado State Colorado sur le terrain. Parce qu'il y a un monde d'écart entre ces deux équipes. Et c'est ce que les gens, dans les médias, avec toutes les narratifs qu'ils ont, avec toutes les headlines qu'ils veulent suivre, tout ce qu'ils veulent impliquer, tout l'argent qu'ils en retirent. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Coach Dickert dans son speech, personnellement, que j'ai absolument kiffé. Pour moi, c'est juste ça. C'est juste faut que les médias, ils baissent d'un ton avec ça, qu'ils s'occupent du sport et qu'ils arrêtent de jacter sur tout ce qu'il y a autour et qu'ils parlent de terrain au lieu de parler de tout ce qu'il y a sur les à côté ou quoi que ce soit. Ta conclusion, ça serait en gros que les médias nous éloignent un petit peu des bénéfices du trash Bien sûr. talking, Alors, dans le sens où j'irai pas des il bénéfices. faut du trash talking, tu vois, ça fait Bien sûr, partie du bien college sûr. football. C'est juste que maintenant, ça a pris une tournure ou alors c'est devenu moins sain. Ben, c'est devenu moins sain dans le sens où pour moi, les médias, ils créent des rivalités qui n'existent pas. Tu vois, le coup du Colorado State, on en est quand même arrivé où il y a un commentateur qui, quand Colorado bat une équipe, une division entre guillemets inférieure, donc qui était Group of Five Colorado State, qui est les bas-fonds du FBS, qui était favori de plus de 20 points. Colorado s'en sort à l'arrache en 2 prolongations. Et que nous dit le commentateur? Do you believe now? Donc, est-ce que vous y croyez maintenant? Vraiment, la narrative qu'on essaye de faire passer, c'est ça. Alors qu'on a tous vu sur le terrain que Colorado, bah ok, d'accord, as vraiment galéré, tu as failli perdre alors que tu étais favori de 24 points. On believe quoi? Tu vois, pour moi, c'est ça, c'est que tu te trash talk sur le terrain, j'ai pas de problème. Tu es un coach, tu trash talk avec un coach, il n'y a pas de problème. Mais quand ça devient les médias qui créent plein de narratifs par-ci par-là, qui pendant toute la semaine, ils font que de jacter, et tu vois, je vais même pas parler des médias locaux. Parce que le truc qu'il y a eu sur Colorado, moi, je me suis pas mal tapé des barres sur Twitter. Le mec qui a fait genre, ah, Coach Prime, c'est vraiment un mec novateur, genre, il met Ouais, mais le, ça, tu vois, ouais, ça il met après le le, truc, oui, je mais, crois que c'est un podcast de Boulder, non? oui, non, mais voilà, mais C'est de la faute du podcast, quoi. oui, mais C'est je te dis, c'est que si c'est les médias locaux, ça me dérange moins. ouais, Mais quand pareil. tu as ESPN qui vient ouvrir sa bouche, que tu as, comment il s'appelle? Pat McAfee, et Dieu sait que j'adore Pat McAfee, d'accord? Pat McAfee qui, avec le petit micro ESPN devant lui,
qui vient dire qu'il comprend pas comment Washington State et Oregon State n'ont pas de conférence l'année prochaine, je trouve que c'est un manque de self-awareness, enfin de considération de ce qui se passe, un manque de connaissance du savoir que c'est ESPN qui a tout pourri dans le college football depuis 2 ans et qui fait que ces deux équipes n'ont plus de conférence, et venir ouvrir ta bouche et sortir ce genre de phrase, je trouve ça absolument déplacé. Donc Ouais, après mais qu'il y ait des coachs qui le il prennent mal, bah travaille, ouais, je comprends, tu vois. McAfee, il travaille pour ESPN maintenant aussi et c'est pareil, c'est toujours enfin, Oui, non il y mais a il il y a travaille T'en pour penses quoi, toi, ESPN, mais Elio? est-ce que tu te rends compte, si jamais t'es joueur ou coach ou AD de Wazoo ou d'Oregon State, le mec qui vient te dire en face avec le logo sur son micro de la chaîne et du truc médiatique et de l'entité économique qui fait que t'as pas de conférence, que le mec vient te dire je comprends pas pourquoi les gens ils vous regardent pas, et enfin je comprends pas pourquoi vous avez pas de conférence alors que c'est eux qui ont foutu la merde depuis 2-3 ans. Ah ça, je suis complètement d'accord. ah, je C'est suis quand même une d'accord, hein. hypocrisie qui est archi déplacée. Ah, je suis d'accord, mais après, c'est toujours pareil, il y a des conflits d'intérêts, et cetera. Moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, le trash talking, moi, j'adore, hein, je suis fan de tout ça, je suis fan des joueurs de foot, qui mettent des gros tacles et qui parlent mal, je suis fan de catch, c'est bête à dire, mais c'est vrai aussi, les promos, et cetera. Mais en revanche, je trouve que chaque chose est un petit peu différente. On sait que Coach Prime, c'est beaucoup avec, les médias, machin, mais qu'en même temps, il y a un côté où c'est pour attirer des jeunes recrues et maintenant il y a de plus en plus de coachs avec la NIL et les recrues qui, jouent là-dessus. Il y a un autre côté, Ryan Day, ça fait quand même un petit moment, je suis désolé, alors peut-être pas nous, mais il y a beaucoup de fans d'Ohio State et cetera qui commencent à douter de lui parce que pour eux, avec l'équipe qu'a Ohio State depuis des années, les joueurs recrutés et cetera, les joueurs transférés à Ohio State, l'équipe devrait aller plus loin que ça et arrêter de «choke» entre guillemets en playoff, même si pour moi, par exemple, tu vois, se faire battre par les champions nationaux, d'un field goal l'année dernière, c'est pas choke. Bah, ouais, surtout et Hem en plus la finale de 2020, non mais complètement, oui. Ah ouais, non, non, mais c'est ça, c'est ça. Mais il y a toujours cette énorme pression et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent un peu Ryan Day en disant: «Bah, il a pas réussi à reprendre, ce qu'Urban Meyer a réussi à faire». En fait, ça dépend de plein de choses. Je sais que, par exemple, nous, il y a eu un gros bif avec, du côté de Maryland, excusez-moi. Il y a un gros bif avec, les fans de South Carolina parce que South Carolina, leur ancien athlétique, enfin leur, directeur du recrutement plutôt, est notre ancien directeur du recrutement. Donc évidemment, il recrute des joueurs chez nous et des bons joueurs chez nous. Et voilà, il y a eu des passes d'armes parce que tu as des joueurs qu'on flip, qui avaient commit pour South Carolina, qu'on flip pour aller à Maryland, et un peu l'inverse. Et là, Shane Beamer a essayé de s'attaquer, de lancer des pics au programme et à Mike Locksley et tout. Sauf qu'en fait, en fait, c'est ça, c'est pour faire vivre la hype auprès des fans, mais aussi auprès des recrues. Et de l'autre côté, et là, je sais, je suis heureux d'avoir un coach assez intelligent, surtout un mec assez discret comme Locksley. Locksley, il a juste répondu vite fait à côté de la question, parce que c'est les journalistes, évidemment, qui l'ont tendu le micro par rapport à ça. Mais voilà, il y a des coachs qui cherchent cette hype pour plusieurs raisons, pour attiser bah, un petit peu, Mais pour faire parler, pour que leur programme soit sur les médias, pour mais toi, attirer moi, des c'est par exemple, recrues. ça me pose aucun problème de chercher la hype tant que tu es sincère. Pour moi, c'est pas une chose qu'il faut blâmer. Ce qu'il faut blâmer, et c'est là où je rejoins Kevin, c'est qu'il y a des façons de le faire et on peut pas, au nom du trash talking, se servir du trash talking, comme, vous savez, comme un prétexte pour faire n'importe quoi. Ryan Day, hem, a utilisé Lou Holtz, qui reste un vieux monsieur, c'est un papy, il est un petit peu gâteux, Lou Holtz, je sais pas si vous l'avez entendu, enfin, est-ce Ouais, que ouais, tu as vraiment est-ce c'est que est-ce que bientôt la est-ce fin, que non ouais, mais faut Pareil pour Lee arrêter, hein. Corso, hein. non, mais est-ce que tu as besoin pour asseoir ta légitimité, d'aller t'en prendre à un mec qui a 90 piges? Ouais, oui au trash talking, Et non parce que tu as à des coachs qui rentrent dans le jeu bêtement, en fait. oui, mais je Et trouve que Ça, Ryan Day, je lui en veux parce que quand tu es coach d'Ohio State, que tu as encore une fois, par exemple, tu vois, quand je vois Prime, il a beaucoup à prouver. Il a beaucoup à prouver. Même si je déteste la façon dont il le fait, etc. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis pas d'accord, mais il a beaucoup à prouver. Lanning, pareil, sa deuxième année en tant qu'head coach, il est à la tête d'un gros programme, il a beaucoup à prouver. Ryan Day, c'est bon, on sait, tu as une bonne équipe, on sait que tu sais les faire jouer. Tu envoies des mecs en premier tour de draft chaque année, tu recrutes des top recrues, etc. Qu'est-ce que tu te prends la tête à aller répondre à Lou Holtz après avoir en plus failli perdre un match? C'est bon, tu vois. Et ça, ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Gus. Il y a un contexte pour chaque chose. Et selon les contextes, bah, des fois c'est bien fait et d'autres fois c'est moche.
Et je propose qu'on termine ce débat sur, un message de Baptiste que j'ai trouvé, hyper pertinent. Peut-être qu'on peut débattre là-dessus. J'ai l'impression qu'ils se sentent dépossédés de leur statut Dieu vivant. Il parle des head coachs. Avec l'arrivée de la NIL et du portail des transferts et que leur ego ne le supporte pas. Est-ce que les coachs de college football ne se sentent pas un petit peu à la marge depuis que les joueurs ont pris, ces dernières années encore plus d'espace? Est-ce que ça serait une explication? Moi, je t'avoue que c'est vrai que dans le monde du college football jusqu'à il y a 2-3 ans, donc jusqu'à la NIL, et je parle de tout ce qui est officiel, hein, je parle pas des sacs McDo qui étaient donnés à certains joueurs. Heu, les coachs étaient les seuls salaires qu'on nous donnait, et je vais prendre par exemple BMS, donc l'excellente série Blue Mountain State. Quand vous regardez comment est décrit le coach là-dedans avec sa très grande maison alors que tous ses joueurs, touchent pas un rond. En fait, tu sens vraiment que même quand ils étaient avec les recrues ou quoi, c'était eux qui avaient l'argent, en fait. C'était eux qui avaient tout ça, et je comprends que, bah, quand tu vas toucher cet ego-là, on sait qu'aux États-Unis, ça marche beaucoup, c'est quand même le pays de l'argent, tout ça, tout ça. Je comprends que, ouais, quand tu parles à des gamins où tu te dis: «Bah, vas-y, c'est moi qui ai la thune et les gamins, ils sortent de nulle part, donc vas-y, ils vont m'écouter». Maintenant, tu as des gamins, regarde, comment ils s'appellent, bah, je prends les gars de Colorado, par exemple, mais tu regardes, le fils Sanders qui est censé bosser, même Tom Brady lui dit: «Gros, passe moins de temps dans ta Rolls Royce et va en meeting room». Ouais, mais au bout d'un moment, et je pense que c'est peut-être plus facile pour Sanders parce que tu parles à ton gamin, tu vois? C'est ton propre fils. Mais combien il y a de coachs dans le pays qui ont vraiment du mal maintenant à parler aux gamins? Le type dit: «Écoute, tout ce que tu me dis, j'en ai pas grand chose à foutre parce que tu vois, mon contrat Nil, il est à 2,5 millions. Quoi qu'il arrive, à moi même d'aller en NFL, tu vois, j'ai même pas besoin de toi». Ouais, je pense que ça joue un peu, tu vois? Je pense que ça joue, mais je pense aussi que les médias, ils doivent se calmer. Et que faut qu'ils se rendent compte aussi de l'impact qu'ils ont, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas hyper Bah, ouf dans ce qui se passe dans le college ils football en s'en ce moment, rendent mais compte, ils en sont bien responsables. ils s'en rendent compte parce que c'est eux qui sont, derrière tout, hein. C'est eux qui tirent les ficelles de tout ce qui se passe. Donc au final, il y a de vérité, que celle des médias, que la vérité que les médias, veulent entendre. Et Et voilà, ça je pense que ça peut être un sujet de podcast. À quel point ESPN a fait du mal au college football, et on pourrait dériver sur, d'autres sujets. Et Yo, toi, tu un avis sur, ce que dit, Baptiste, notamment sur le statut de Dieu vivant? Ouais, ouais, non, je pense que après, en fait, c'est un petit peu paradoxal parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes head coach qui participent à ce trash talking et c'est pas forcément les plus anciens qui sont peut-être un petit peu plus assagis, tu vois. On a déjà vu Nick Saban envoyer deux trois pics, notamment à la passe d'armes avec Jimbo Fisher avant la saison. Mais en dehors de ça, c'est vrai que c'est souvent des plus jeunes head coach et bon, pour moi, tu vois, ceux qui devraient être piqués dans leur ego par rapport à la NIL, le statut de Dieu vivant, etc., devraient être plus les plus anciens. Donc, je sais pas, je sais pas. C'est sûrement un des facteurs. Je pense pas que ce soit le gros facteur principal, mais ça doit en faire partie, bien évidemment. On va passer au prochain match, c'est, Colorado-Oregon. Alors, je pense que vous l'avez tous suivi, ce match. C'était peut-être le plus attendu de, la week, 5, et Oregon s'est imposé sur le score de 42-6, Kevin. Une victoire évidemment attendue, mais dans de telles proportions et avec une telle domination en première mi-temps, non. Ouais, même moi, je vais quand même doser sur le fait que je vais pas dire c'était attendu qu'on leur mette, 36 points J'ai parce dit que que c'était la attendu que vous gagniez. voilà, c'était attendu qu'on gagne, et même les bookmakers s'y sont pas trompés, Oregon était favori de 3 touchdowns. Maintenant, Heu, on va parler justement des médias. On va faire un peu la jonction entre ce qu'on vient de dire là et ce qu'on va dire sur Colorado-Oregon. C'est que toute la discussion avant le match, c'était, Shedeur Sanders contre la défense d'Oregon, d'accord? Et on a bien vu que, si attends, j'ai les stats, pas loin, si je dis pas de bêtises. C'était un débat heu légitime pour moi, tu vois? Enfin ah oui, de ah oui, non parler du mais match-up entre c'est les ça, 2. je suis totalement d'accord, et sauf que venir dire que le match va être serré parce que Shedeur Sanders, c'est le deuxième meilleur QB statistiquement de la ligue, c'est cool. Mais oublier que Colorado a une défense, mais putride à un niveau, qu'on n'a pas beaucoup vu, parce que c'est l'une des 10 pires défenses sur les 100, sur les plus de 130 du college football.
Oregon, c'est une attaque top 10 qui tourne à plus de 500 yards par match et à plus de 50 points par match. Moi, ça m'a fait marrer que tu viennes juger de ce qui se va passer sur un match en focusant tout, enfin en focusant, c'est un sacré anglicisme ce que je viens de dire, en se concentrant sur un seul joueur sur Shudder, en oubliant qu'il a pas de O-line, en oubliant pas qu'il y avait pas Travis Hunter parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, mais ça a pas changé grand chose. Mais tu oublies qu'Oregon, c'est une attaque à la course qui est ultra prolifique et que la défense à la course de Colorado est pue du cul. Et Oregon, ils finissent avec, à la mi-temps, c'est plus de 350 yards pour Oregon contre 31 pour Colorado. Oregon, à la mi-temps, avait marqué plus de points que Colorado n'avait de yards au total. Il y a 35-0 à la mi-temps. D'accord? Colorado, ils finissent le match avec 199 yards au total. Il y en a 175 qui sont marqués sur les 2 derniers drives quand il n'y a pas de titulaire d'Oregon et que en sachant que Colorado a laissé tous ses starters contre les backups d'Oregon jusqu'à la fin du match. D'accord? Et où Oregon jouait relativement soft pour laisser tourner le chrono. D'accord? Ils les ont détruites partout. Je crois que j'ai mis un tweet, si j'ai pas de bêtises, je demande littéralement, en fait, c'est quoi la différence entre le Colorado d'il y a 10 ans qui prend des défaites de 38 points de moyenne contre Oregon et le Colorado qui a perdu de 36 points là. Il y en a aucune, à part le fait qu'il y ait Shudder Sanders. C'est la seule différence entre les Colorado qui se faisaient poutrer par le reste de la Pac-12 et le Colorado de cette saison. Bah, Ils tu ont vois, un QB pour moi, par exemple, qui peut les laisser dans un match et un coaching staff qui pour moi est un peu meilleur, qui le met dans des meilleures conditions. Sinon, ils sont outmatch sur les lignes. Ils ont une O-line qui est trop petite et trop légère à l'intérieur. Ils ont des tackles qui font 6-10 et 6-8, qui n'ont pas de mouvement latéral, qui font des holdings à tous les jeux. Parce que je suis désolé, mais pour laisser 7 sacs à Oregon, 7 sacs, c'est ce qu'Oregon a fait sur la saison dernière en tous les matchs. Même contre les O-line qui puaient la merde, Oregon, ils sackaient personne. Là, ils ont réussi à faire 7 sacs. Et d'ailleurs, c'est pas que des sacs de la D-line, c'est des coverage sacs parce que quand on voit juste avant, juste après la mi-temps, après le 4e sac d'Oregon, il y a un peu la vue Spider Cam de derrière Shudder Sanders. Les 4 sacs qu'il prend, il n'y a pas un mec open. Et, Tous les receveurs, ils se font coller au cul, il n'y a rien à faire. et tu vois, je suis évidemment d'accord avec tout ce que tu dis, mais tu parlais justement de ce que disaient les médias sur entre le Colorado d'avant, donc le Colorado mauvais des 10 dernières années en Pac-12 et le Colorado de cette année, rien n'a changé. Bah, tu vois, pour moi, ça, c'est le type de surréaction des médias qui Oui. nuit au débat du college football. Je suis entièrement d'accord. Et pour moi, et c'est ce que je dis depuis quelques temps, c'est que pour moi, il y a beaucoup trop de gens qui n'aiment pas Colorado, qui n'aiment pas, c'est pas qu'ils aiment pas Colorado, qu'ils aiment pas Dion. Moi, je t'avoue que Colorado, moi, je suis entièrement d'accord avec toi ou avec d'autres qui sont dans ce cas-là. Moi, je suis content de voir Colorado remonter. D'accord? Oui, moi, ça me fait chier de voir des programmes qui sont au fond du trou, qui finissent saison à 1-11, qui se font piller le peu de talent qu'ils ont par tout le monde. D'accord? Notamment Christian Gonzalez, par exemple, qui a fini Oregon la saison dernière. Et qui a fait Euh, qui a narré le trailer Ouais, d'Oregon d'ailleurs, sur Twitter. j'ai adoré le geste, mais les équipes comme Kansas qui sont ressorties, les équipes comme Vanderbilt qui ressortent, tu vois, moi je kiffe les histoires comme ça, et je kiffe voir Colorado remonter. Le fait qu'ils finissent à 1-11 en 2022 et qu'ils ont déjà 3 victoires sur les 3 premiers matchs, je kiffe voir ça, c'est cool pour eux, tu vois. Mais pour moi, en fait, il y a une telle surréaction que, je vais être honnête, c'est ce que j'ai dit sur le 1-2-6, c'est que je pense que sur les 9,5 millions de personnes qui ont regardé Colorado contre Colorado State, je pense qu'il y en a plus de la moitié qui veulent juste voir Colorado perdre. D'accord? Et là, depuis qu'on a vu que je vais pas dire Colorado c'est des fraudes parce que je pense qu'ils étaient juste outmatch et basta. Il y a des moyens qui restent dans certains matchs le reste du calendrier. Faut savoir que le week-end prochain, ils vont à USC. D'accord? USC, Match à 18 h. ils ont une défense qui est un peu suspecte, mais si vous pensez que l'attaque d'Oregon a roulé sur Colorado, les mecs, ils ont 6 jours pour se préparer à l'attaque de USC avec le Iceman winner qui arrive. Les gars, il va falloir que tu peux pas te dire, bah tiens les gars, on va marquer 24 points, on va peut-être faire quelque chose. Non, ils vont en prendre 40 aussi. Et le match D'accord? sera à 9 h heure locale Ouais, à non mais et, USC, et c'est ça, ça? tu vois, quand on parle d'overreaction des médias, le fait qu'il y ait eu Big Noon et College Game Day à Colorado, parce qu'ils avaient gagné 2 matchs contre des équipes de Power 5, tout ça pour un Colorado State je vais dire de merde, hein, je suis désolé, alors que t'attendais une semaine, t'avais un match entre équipes invaincues, ouverture de Pac-12, BNF. Big Noon, ils sont venus, enfin, ils font les matchs de Colorado 2 fois en 15 jours. Donc 2 fois sur les 3 derniers matchs. D'accord? Et en fait, pour moi, c'est tout ça qui nuit au programme, carrément, ça nuit au programme. Parce que c'est cool, parce que tu vas avoir une recrue par-ci, par-là. Mais le problème, c'est que tous les joueurs, ils disent, ouais, bah, je viens pour Dion, tu vois, comme l'a fait Travis Hunter, par exemple. Mais quand Dion, il va se barrer,
Vous croyez vraiment que les mecs ils vont rester à Colorado pour aller jouer en Big 12 où il y a plus Texas, où il y a plus Oklahoma? Non. Ouais, enfin, Donc après en ça, fait, enfin, bah, après ça c'est un autre débat, mais pour moi en mmh. fait, il y a pas de pour moi ça je vais pas dire que ça les dessert plus qu'autre chose parce qu'ils ont sorti du Colorado d'un petit merdier parce que sans Dion, je pense qu'ils étaient avec Washington State et Oregon State à se battre en duel dans le reste de la Pac-12. Ah mais ça crée le Mais programme le plus controversé du college football, quoi. oui, C'est, oui, mais tu aimes ou ce tu qui fait que détestes, en fait. Il y a pas oui, de juste milieu. Il y a pas de nuance. mais C'est clivant. sportivement C'est le programme le sur le plus terrain, clivant. Et je pour suis moi, entièrement d'accord avec toi. sur ces 5 dernières années, c'est très clairement le programme le plus clivant qu'on ait eu en college football. Autant on Et a c'est eu, clivant à cause de quoi? Je vais être honnête avec toi, Elio, si jamais les médias ils en font pas une tonne, est-ce que pour bien sûr. toi, est-ce qu'on a un débat tous les week-ends entre nous sur notre Non. groupe où on parte 3 heures dessus? Non, mais Absolument pas. évidemment, évidemment, hein, je suis totalement d'accord. Et c'est vrai que moi, personnellement, c'est plus un ras-le-bol d'entendre sans cesse Colorado qui commence, enfin qui me fait fulminer, tu vois, heu, qu'autre chose en réalité. Encore une fois, je le répète, je l'ai répété 10 000 fois, mais moi, c'est un programme que j'apprécie personnellement depuis longtemps. Coach Prime, bah, tant mieux qu'il soit là, tant mieux qu'il ramène des bons joueurs, tant mieux que le programme, est sur la pente ascendante et cetera. Voilà, tant mieux de tout ça, mais comme tu l'as dit Kevin depuis tout à l'heure, enfin, très clairement, c'est les médias qui saoulent tout le monde et à un moment donné, bah, voilà, ça crée un fossé entre les gens qui sont pro Colorado parce que tu en as qui deviennent fans sortis de nulle part et qui s'inventent des histoires, comme quoi, Colorado représente certaines choses et tu en as qui sont anti Colorado totalement et qui Et veulent voir juste leur chute et c'est la vrai que c'est plupart dommage ils sont parce pas que fans même de moi j'ai Colorado, bien ils sont fans de aimé, voir Sanders. Oregon rouler dessus. Et moi, c'est ça que je trouve dommage, c'est que la plupart, c'est des. Je vais utiliser le terme bandwagoner, tu vois. Mais la plupart, en fait, ils défendent Dion, ils s'en foutent de Colorado. Les Ouais, mecs, ils sont même pas c'est foutus de te ça. placer Ouais, après, tu même vois, les ça, c'est Américains qui propre sont au même pas foutus sport, de hein. te placer le Colorado sur une carte. Ça a toujours été C'est, comme ça, hein, pour tout, oui, hein. mais c'est comme les fans de LeBron, les fans de Brady, c'est la même chose, je suis d'accord. Mais le problème, c'est, viens pas commencer à me parler football, d'accord? Et encore une fois, ce qui m'énerve, c'est que un pélo sur Twitter qui vient me dire que Colorado va éclater Oregon parce que Deion Sanders c'est le coach et que nanana, bah vas-y, ok, t'es un casual, tu connais pas, je m'en fous, tu vois. Mais que les médias ils montent des narratifs comme ça, moi ça m'énerve parce il y a je sais pas combien de millions de personnes qui t'écoutent, t'es censé faire foi, t'es censé raconter, je vais pas dire dicter la bonne parole, mais on n'est pas loin de ça maintenant. Tu peux pas te permettre de raconter de la merde comme ça. Et derrière, limite, on est en train de dire qu'Oregon, c'est un upset contre Colorado State. Genre, on s'attendait pas à ça. Je suis désolé, Et mais si tu suis le college football et que tu me dis que tu t'attends pas à ce que Oregon mette 250 yards à la course à Colorado, bah, je suis désolé, c'est que tu te fous de ma gueule. Mmh. juste pour conclure, sur cette page, j'y ai pensé tout à l'heure et j'ai oublié de faire ma blague. Kevin, toi qui es coach, du Flash, enfin dans l'organisation du Flash de la Courneuve, un petit mot quand même de trash talk à passer au Molos? Non, 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 les molosses, j'ai pas besoin de trash talk. De toute façon, on les tape 2 fois par an, donc, et on les tape en junior 2 fois par an aussi, voire 3 fois en playoff. Donc, non, non, j'ai pas besoin de trash talk les molosses. Si on a des auditeurs molosses, je vous passe le bonjour. On se verra cette saison, ça va encore être super intéressant. Un petit duel de la 86, mais on dérive. Non, en soi, j'ai de plus en plus d'amitié pour les molosses, on va dire. Ils partaient pas gagnants, mais on va dire que j'arrive à les supporter de plus en plus. Mais c'est pas facile, certaines C'est fois. pas personnel, Euh, c'est pas personnel. En et parlant, vas-y. je finis juste d'un point statistique, hein. Donc, du coup, c'est Oregon 522 total yards, très équilibré. Donc, 240 et 3 TD au sol pour une moyenne de 6,3 yards, 282 yards et 3 TD par les airs avec 30 sur 35 à la passe. Et un match d'une pureté offensive qui a été relativement impressionnante. Juste 3 petits points noirs pour Oregon. Alors, le premier, c'est un point gris, hein. C'est le premier turnover de l'offense d'Oregon. Ça leur a pris 14 cartons pour faire un turnover. Interception de Bonix que j'ai trouvé dommage parce que je pense que 9 fois sur 10 il le fait se lancer et là elle est underthrow et c'est pas joli. La blessure de Noah Whittington, le running back 1B ou 2 en fonction de comment on voit les choses, à la jambe qui devrait être absent plusieurs semaines, en sachant que on connaît Oregon, s'il y a bien un poste en général où ils peuvent se permettre d'avoir des absents, c'est le poste de running back parce qu'il y a quand même Bucky Irving et Jordan James qui sont là, plus les freshmen comme Dowdell et Lumar. Et troisième point, c'est les pénalités, les flags, que Dan Lanning il nous en parle toutes les semaines. Et là, 9 flags pour 80 yards, encore des fautes de merde, et qui n'ont pas énormément d'impact contre une équipe contre Colorado où tu gagnes de 36 points, mais qui auront un impact contre USC après la bye week, enfin contre Washington dans 3 semaines, qui auront un impact contre USC, contre Utah, contre les équipes comme ça, et qu'il faut
Ça fait 4 semaines qu'on en parle, mais il va falloir les régler à un moment ou à un autre. On part en sec, une conférence qui nous intéresse pas trop cette année, parce qu'on se fait chier en sec. Profitons qu'il n'y ait pas de sécomeurs, là, de sexuels dans La le safe podcast. place pour Gus, la safe place. Voilà, c'est Alabama qui a battu Ole Miss. Ole Miss qui était alors classé 15e à LA People et Alabama 13 sur le score de 24-10. Il y avait quand même 7-6 à la mi-temps pour les Rebels. Mais voilà, c'est sur le second acte que le Crimson Tide a réussi à passer devant, notamment grâce à une très belle passe d'ailleurs de Jalen Milroe pour Jalen Hale, qui doit être sophomore cette année, si je me rappelle bien du recrutement, ouais, de 33 yards. Et une conversion à 2 points réussie par Ty Simpson, le quarterback numéro 2. C'est un match qui, pour moi, est intéressant pour Alabama parce que, ça y est, je crois que Tommy Rees, le coordinateur offensif de Bama, a fait les ajustements. Euh, Alabama va beaucoup courir cette année. Alors, évidemment, j'ai pas inventé l'eau chaude en disant ça, mais quand tu regardes les statistiques, bah, Jalen Milroe a lancé que 21 passes et il en a réussi 17. Ça fait 80% de complétion. Alors certes, il lance une interception, mais après, en revanche, sur la course, bah, McClellan est à 17 portées, Jalen Milroe est à 16, Rodey Williams est à 8. En tout, il termine à 131 yards. Alabama a trouvé son identité offensive et je pense que c'est important de savoir où tu vas et par où tu veux passer les prochaines semaines plutôt que d'être dans cette situation un petit peu allez, où tu es dans l'inconnu en fait constamment, où tu sais jamais s'il faut lancer la passe, où tu fais lancer le mec, mais tu sais qu'il y a une chance sur deux qu'il y ait une interception. Là, c'est bien, tu t'en es tenu à ce qui marche et ça a été efficace. Voilà, je pense qu'il y a pas. Vous avez d'autres choses à dire sur ce match? Je sais pas si vous l'avez regardé. Moi, je vous avoue que je l'ai pas regardé. Je me suis contenté du résumé et des analyses sur Internet. Parce qu'il y avait aussi UCLA, Utah, dont Elio va nous parler après. Non, Euh, frérot, même moi, ouais. Ouais, je t'avoue qu'il y avait Oregon en même temps. C'était mon double écran. C'était mon deuxième écran, mais je t'avoue que quand il y a Oregon, c'est un peu compliqué pour moi de me focus sur autre chose. Mais de ce que j'ai pu voir quand j'ai regardé, j'ai pas. Un peu ce qu'on dit depuis le début de l'année, j'ai vraiment pas été impressionné par Bama. C'est un peu plus, Ah non, comme c'est tu le pas dis, impressionnant, ça c'est sûr. ça a l'air d'être un peu plus clinique, dans le sens où ils ont l'air d'avoir trouvé un rythme. D'ailleurs, je t'avoue que la stat en fin de match, le 17 sur 21 de Milroe m'a un peu étonné. Mais en fait, il manque toujours ce quelque chose. En fait, je suis désolé d'utiliser ce langage relativement souvent, mais il y a rien de bandant quand on voit Alabama jouer, quoi. C'est très clairement. D'habitude, tu dis ouais, on va voir Alabama, c'est cool, ils vont mettre 45 points, on va regarder un peu, quoi. Cette année, vraiment, tu dis tiens, je vais regarder Alabama. Bah, C'est tu pas pour me regardes parce que déplaire, hein, voilà, honnêtement. Ça change un peu. tu regardes Bama parce qu'ils jouent Ole Miss qui sont 15e, parce qu'ils jouent un calendrier SEC et que, soyons honnêtes, ils ont des beaux matchs toutes les semaines. Mais tu regardes pas Alabama pour le jeu offensif cette année, hein. Non, non, je suis complètement d'accord. On parlait des coachs qui trash talk. C'est aussi Lane Kiffin qui trash talk. Je sais pas si vous suivez un petit peu sur Twitter Lane Kiffin. Bon là pour le coup, il avait rendu une interview avec le SEC Network et il trollait Saban. Il avait dit que c'était peut-être la dernière fois qu'ils se rencontraient. Alors, Ole Miss et Alabama ne se joueront pas l'année prochaine, mais je trouve que lui aussi, il rentre trop dans un jeu de, je sais pas, à balancer des tweets, il aime le troll et c'est tant mieux, mais il a fait une fixette là sur Saban ces derniers temps, a suggéré que Saban pourrait prendre sa retraite, hein. Je rappelle que Saban a 71 ans et je trouve qu'il le back up pas et qu'il parle beaucoup alors que depuis 2021, bah, Ole Miss, c'est compliqué, quoi. Depuis 2021, c'est quand ils ont remporté le Sugar Bowl après une saison à 10 victoires. Depuis, ils sont à 4 victoires et 5 défaites en SEC. L'an dernier, ça a été plutôt décevant, alors que Ole Miss avait certainement l'une de ses meilleures équipes des 10 dernières années. Cette année, l'équipe d'Ole Miss est hyper bonne sur le papier, quoi. Quinton Jenkins et Jackson Dart, c'est bien, mais voilà, tu gagnes pas ces matchs-là. Et je pense que voilà, Lane Kiffin doit gagner vite un gros match bientôt là, avant que ça commence à beaucoup parler sur lui.
Je sais pas, parce que finalement, je pense que c'est aussi un renouvellement de génération qui s'est fait après le départ de Matt Corral et et le Sugar Bowl, etc. Donc, Ouais, enfin, tu as 2 ans de même quarterback. mais c'est ce que j'allais te dire. Mais après, là, cette saison, au final, première défaite, c'est face à Bama. Moi, justement, j'attends vraiment de voir le bilan de cette saison. C'est plutôt ça qui va m'intéresser pour Ole Miss, pour ensuite établir une vérité, en tout cas, qui me sera propre. Mais pour l'instant, j'attends de voir. C'est vrai que Kiffin, il a tendance à trop ouvrir sa bouche. Et moi, je trouve que c'est quelqu'un qui, mine de rien, s'enferme dans son personnage, tu vois. Et au bout d'un moment, bah, des fois c'est drôle, mais au bout d'un moment, ça devient un petit peu redondant. Et c'est vrai que, bah, cousin, quand tu sors une saison comme la saison dernière, etc., genre, un petit peu calme sur les tweets, continue de bien recruter, continue de bien bosser comme tu l'as fait en arrivant dans le programme. Et ensuite, tu peux repartir un petit peu sur tes histoires de trash talk, etc. Mais pour l'instant, voilà, j'attends de voir quand même cette saison comment ça se passe. Je sais que Val, il n'avait pas tout jeté. Val, vous le connaissez, hein, les auditeurs, c'est notre membre du podcast Fan Miss. Il n'avait pas tout jeté dans ce match. Euh, il a été un petit peu frustré. Et c'est vrai que Ole Miss a tenu pendant longtemps Alabama, hein, jusqu'à la mi-temps, etc. Et même si c'est pas le meilleur Alabama de ces dernières années, même si Alabama de 2022 était aussi mauvais, bah, ça reste quand même une bonne performance. Donc voilà, j'attends de voir. Je préfère ne pas me prononcer trop vite. Et surtout, pareil, c'est Kiffin, c'est du genre de mec que j'aime bien target, tu vois, sur mes critiques et tout. Et donc j'aurai de quoi faire peut-être à la fin de la saison, mais j'espère pas quand même pour eux. En parlant de coachs qui connaissent pas le trash talking, c'est, Chip Kelly et Kyle Whittingham, parce que Elio, on a eu le droit à un UCLA-Utah. UCLA qui était 22e à la People et Utah 11e. Et bah, ce sont les Utes qui sont, imposés, sur le score de 14-7. Utah qui est en 4-0 avec 3 victoires contre des équipes du Power 5 sans Cameron Rising, hein, on le répète, toujours. Hem, Comment a été ce match? Je crois que c'était une grosse performance défensive surtout, la défense des Utes. Ouais, ouais, grosse performance défensive. Bon, alors la O-line de UCLA qui était vraiment pas au rendez-vous et du coup Dante Moore qui était constamment sous pression. Et voilà, je voulais rendre hommage déjà dans un premier temps à Dante Moore, le quarterback true freshman 5 étoiles de UCLA, qui d'ailleurs, hein, pendant longtemps, on s'est dit un 5 étoiles quarterback qui commit à UCLA, non, il va reflip, il va faire quelque chose. Non, non, il a vraiment tenu à rester chez les Bruins. Et au final, bon, il s'en sort avec une fiche de stats un petit peu compliquée, un touchdown et une interception. Mais je peux vous dire que dans le match, il monte de très beaux flashs. Il fait des gros lancers à certains moments. Alors, ça peut être 50-50, ça pourrait être intercepté aussi. Mais c'est quand même bien visé. Il trouve des receveurs sur. Voilà, enfin, on voit pourquoi le mec était fort au lycée. Et pour moi, justement, il est sur un axe de progression qui va sur la pente ascendante. Donc, je suis quand même assez content pour lui. Et surtout, encore une fois, c'est compliqué parce que le mec, il avait 0,8 secondes pour lancer. Il avait toujours la pression de la défense de Utah sur lui. En face, Utah, c'est vrai que ça n'a pas été tranché en attaque, mais encore une fois, il manque des titulaires, il manque du monde, hein, tu l'as dit, hein, le quarterback titulaire qui n'est pas là. Mais on n'a pas vu aussi Brand Kuyte, le Titan Star, etc. Voilà, donc c'est la défense qui a fait le boulot, qui l'a très bien fait. Bah, Utah qui est. vas-y. Non, je vais te donner Non, les mais stats de la défense. Utah qui a 4-0 après des victoires face à trois équipes de Power 5. Hein. Faut pas oublier qu'ils ont battu Florida et Baylor. Tout le niveau qu'on veut pour ces deux équipes. Voilà, ça reste quand même très très bien. Et puis ils sont 11e du classement et People, ou 10e, je ne sais plus, un des deux. Mais voilà, je trouve que chaque année, Utah est une équipe solide. Whittingham fait du très bon boulot. Chaque année, on parle pas assez de Utah jusqu'à ce qu'on les retrouve au Rose Bowl, comme chaque année aussi. Donc, Et pourtant, ils donc sont voilà, 2 fois vainqueurs de la Pac-12 d'affilée, là. ouais. Et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure des équipes qui ont plus de victoires en strike, non, en strike, n'importe quoi, en streak. Et Utah est la quatrième équipe avec 17 victoires d'affilée. Et là, sur ce match, pick six sur, le premier jeu du match. Fumble recouvert aussi, qui leur a permis d'aller, chercher le touchdown du, 14-0. Et Dante Moore a été, saqué. Si je dis pas de bêtises, il a été saqué, attention, 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 il a été saqué 7 fois,
dont 3 fois sur le même drive. Ça, c'est des choses qui sont plutôt rares quand même. Ah si, il y a Kyle Hamilton qui l'a fait en NFL hier. Il l'a fait 2 fois. C'est pas 3, mais c'est 2. Et non, moi, il y a une chose dont j'ai hâte, c'est de voir cette défense de Utah hein, qui autorise que 9,5 points par match face à Baylor, face à UCLA et face à Florida, face à des équipes comme USC avec Caleb Williams, comme Oregon avec Bonix, comme Washington avec Michael Penix. Là, ça va vraiment être des must-watch et ça me tarde de voir Utah affronter ces équipes. Maintenant, il faut voir, ça je pense c'est une question pour Kevin, Utah affronte qui là parmi les équipes que j'ai citées? Ah bah tiens, on a de la chance. Utah affrontera USC, Oregon et Washington. Parfait. On vous donne rendez-vous du coup sur les prochaines weeks pour garder les Utes qui le méritent. Oregon State, Washington State, Kevin, deux équipes qui tiennent évidemment et qui nous tiennent tous, on va dire qu'on leur porte beaucoup d'amour, surtout depuis qu'elles sont allez, mise sur le côté par les grandes chaînes de télévision et les grandes conférences. Il y a eu une très belle image derrière en avant-match, c'est le band la chorale, comment on appelle ça d'ailleurs, l'orchestre d'Oregon, non, Washington de State. Washington State, qui a Ouais. chanté, enfin qui a joué le fight song d'Oregon State pour ce Pac-2 Championship. Comment s'est déroulée la rencontre, Kevin? Washington State, hein, je précise, s'est imposé. Ouais. Donc Washington State est donc le vainqueur de la Pac-2 ou de la Tupac, comme j'aime bien l'appeler désormais. Non, c'était un très beau match. On s'y attendait. 38-35 pour les Cougars. Je suis content qu'ils gagnent à domicile. Les Cougs qui sont donc à 4-0 et qui grimpent dans le top 25, qui sont désormais classés 16e aux portes du top 15, alors que les Beavers reculent à la 19e place. Excellent match, excellent match. Moi, j'ai vraiment kiffé. Cam Ward qui fait un match encore magnifique. 28 sur 34, 28 sur 34. D'accord? 28 sur 34. C'est en gros, il a une passe incomplète de plus que Bonix, par exemple. Et il jouait pas la défense de Colorado. D'accord? 404 yards, 4 TD, 0 interception. Je peux pas vous parler de la performance offensive de Washington State sans parler de celle de Josh Kelly, le receveur. 8 réceptions, 159 yards et 3 TD, dont des catchs highlights assez incroyables. Il y en a eu quelques-uns cette semaine, hein, dont celui de Pearsall, le receveur de Florida, qui est assez spectaculaire. Josh Kelly en a eu un aussi, presque à l'aveugle, caché derrière un DB en sortant la main au dernier moment comme ça, qui était relativement incroyable. Et Cal Williams aussi, 7 réceptions, 174 yards et un TD. Ils ont une sacrée puissance offensive. Ils ont une défense qui est pas la meilleure défense de la PAC, mais qui Mais est une qui fait le défense taf. opportuniste. Ils sont très opportunistes, ils font Mm. le taf. Ils ont un duo de leaders, de pass rushers avec Brennan Jackson et que je retrouve le dernier. Ah, je l'ai plus. C'est Stone, je crois. Si, c'est Ron Stone Jr. Ils ont des DB pareil, hyper opportunistes, que ce soit Sam Lockett, que ce soit Kapena Gushiken. Ils ont vraiment un bon backfield aussi. Et j'ai bien aimé le début du match de DJ Uagalele. Mais après, il a eu du mal. Mais Hein. 17 voilà, sur mais 34. en fait, on va dire, sur le dernier tiers du match, eh ben, je te jure, il joue en orange. J'avais l'impression de voir DJ à Clemson. C'est ce que je disais sur le début de saison où j'ai dit, bah, c'est cool, on n'a plus le DJ de Clemson où il y a des lancers où tu as l'impression qu'il a des brain farts phénoménaux. Il arrive à trouver ses receveurs, même s'il fait pas des stats de fou hein, depuis le début de l'année. Hein. Il se repose sur son run game et sa défense. Il n'a pas besoin d'en faire plus que ça. Et ben là, quand il a eu besoin d'en faire plus, quand il a fallu aller chercher un match avec son bras, et ben on a vu ressortir ces petites tendances négatives à propos de lui. Donc encore pas mal de points d'interrogation. Il a quand même bien été aidé par le run game. Damian Martinez, forcément, le starter, 17 courses, 81 yards. Mais c'est Deshaun Fenwick, son backup, qui a carrément explosé. 11 courses, 101 yards et surtout 3 touchdowns. C'est lui qui les garde dans le match. Wazoo qui l'emporte à la fin malgré un retour et 21 points marqués par les Beavers dans le quatrième quart-temps. Donc je suis vraiment content parce que ça a donné une très belle image de ce qui reste de la Tupac, des deux équipes qui, encore une fois, malheureusement, resteront en PAC et on verra légalement et sportivement ce que ça va donner à partir de la saison prochaine. Mais voilà, je pense que la réaction de tout le monde, comme tu le disais en fait, et comme on le disait aussi les semaines d'avant, il y a personne qui peut
peux ne pas aimer ces deux équipes, contrairement à, par exemple, à Colorado avec Dion, où tu as forcément un côté clivant. Là, ces deux équipes-là, enfin, tu Ouais. me dis que tu les aimes pas. Même les fans d'Oregon, C'est qu'il doit y avoir une raison précise. voilà, tu dis, même les fans Faut d'Oregon être et de pareil, Washington, par faut être exemple, pareil. n'arrivent pas à haïr ces deux équipes, tu vois. Donc, voilà, je trouve que c'est cool qu'ils aient montré ça. J'espère que les médias se sortiront les doigts du fondement et feront en sorte de régler cette situation au plus vite pour eux parce que je trouve ça très dommage. Certes, comme on dit d'habitude, il y a le ces deux programmes qui sont un peu à la ramasse dans le reste des sports, mais qui montrent tellement des belles choses du côté football, qui est quand même le porte-étendard de tout programme athlétique aux États-Unis. Euh, et je trouve ça très dommage. Et surtout, c'est des équipes qui recrutent pas de ouf, mais qui sont très bien coachées. C'est ce que Dickert disait pendant son speech, c'est que les mecs ont pas de 5 étoiles, pas de 4 étoiles. Ils ont un Mm. roster full 3 étoiles et les mecs sont à Mais 4-0. ouais. Ils ont une des meilleures offenses du pays. Et je trouve ça vraiment dommage le traitement qu'il aurait accordé. Mais par contre, voilà, si je parlais de Et, Bama juste avant, le fait que t'as pas envie de regarder Bama offensivement, putain, vous voulez voir des offenses, regardez Washington State, les gars. C'est vraiment kiffant à voir jouer. et Washington State, Elio, je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire, mais les Cougars sont en 4-0. C'est leur deuxième victoire face à une équipe classée après avoir battu Wisconsin aussi à domicile. Quelle équipe de college football a battu deux équipes du top 25, deux équipes classées? Ah là, tu me poses une colle. J'avoue que Et je. Washington est combien là, les people? Washington State est 16e. Washington State, pardon, Washington State. Oui, je suis un ouf. Après, les équipes classées, du coup, il y aurait Florida State, parce qu'ils ont battu LSU et Clemson. Ah bah Ouais. non, Clemson n'était Bah pas non, classé, Clemson n'est pardon. pas cassé, donc tu vois, Autant pour voilà. moi. Je pense que. Et Washington State Ouais. n'est que 16e. J'aurais aimé les voir plus haut. Rien que pour le Ouais. message, j'aurais aimé. Non, c'est parce qu'en gros, c'est l'inverse de Bama. Disons que Bama est 12e malgré la saison qu'ils font parce qu'ils partent de très haut. Washington State part de très bas, donc forcément les gens ont du mal à. Puis après, encore une fois, ils sont 16e, mais qui est-ce que t'as quand même pas des. Tu te dis qui est-ce que tu knock devant? T'as quand même bon, North Carolina potentiellement, mais t'as Oklahoma qui fait un début de saison under the radar. Et d'ailleurs, j'ai l'information à ta toute première question du podcast, c'est Oklahoma la dernière équipe à avoir marqué 70 points contre une équipe de Power 5. C'était en week 1 cette année contre Arkansas State. Ils leur ont mis 73-0. Voilà, Ouais, c'était mais le tu vois, petit. moi j'aurais aimé un petit peu de conscience politique des votants de la People qui, Non, après le début de saison magnifique de Washington State, surclasse, même si c'est pas le niveau des Cougars, bah, Washington State, pour montrer qu'on a besoin de ce genre de programme. Elio, tu voulais dire quelque chose? Non, non, moi, rien à ajouter. J'étais en train de suivre plusieurs matchs à la fois. C'était mon troisième match à ce moment-là du slate derrière Notre-Dame et Penn State. Et vraiment, genre, quand j'ai vu même la quasi remontada d'Oregon State, enfin voilà, c'était que du spectacle, mais c'est surtout aussi des belles images des deux mascottes qui arrivent ensemble à l'arrière du camion, tout Putain, ça, vraiment les mm, fans qui mm. s'applaudissent les uns les autres pour cette histoire de Pac-2, de Tupac, comme dit Kev. Voilà, je trouve que c'est une belle image entre deux programmes appréciés. Tu vas nous faire chialer, putain. Ouais. LSU Arkansas, on va peut-être sauter ce match, non? LSU, Elio qui s'est imposé Ouais, ils sont bon imposés sans difficulté difficilement. quand même. Difficilement, c'est un match de rivalité, etc. Mais voilà, Arkansas qui pose toujours des problèmes. C'est un petit peu dommage, encore une fois, pour les hommes de Pittman. Mais c'est comme ça. Je sais que Ryan était un petit peu déçu. En fait, il disait que la tendance était un petit peu inversée. Un coup, c'est la défense qui jouait bien sur une mi-temps. Un autre coup, ça a été l'attaque et pas la défense. Et c'est vrai, Jalen Daniels, le quarterback d'LSU, a été nommé meilleur joueur de la SEC, enfin l'offensive player de la SEC de la semaine. Mais il a dit qu'en gros, Daniels n'a pas été vraiment bon et que c'est surtout ses receveurs qui ont fait le boulot, quoi. Donc voilà, et KJ Jefferson en face, intéressant, hein, le quarterback d'Arkansas qui est là depuis plusieurs années, a fait un très bon match. Donc voilà, ne pas s'endormir sur les Razorbacks sur la suite de la saison, à voir s'ils peuvent justement aller au-delà des défaites courtes comme ça, parce que il me semble qu'ils ont perdu face à BYU également. Mais voilà, victoire d'LSU. Tradition oblige parce que Kevin est là. On va parler d'Iowa. Iowa qui s'est mangé un 31-0 face à Penn State, hein, c'était aussi un J'ai duel de regardé cette classés. merde, hein, Et, je te le dis, et j'ai Spencer regardé cette Petras n'est merde. plus là, dites-vous bien. Non, mais Spencer Petras n'est plus là. Spencer Petras n'est plus là, mais on a des stats de ouf. C'est pour Oh, ça que. et je suis comme devant la box score, je suis au bord de la WC là. Allez, Je- attends. Et tu vois, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on sorte une stat et qu'on en parle à chaque fois. La première,
Alors, je dis juste que Penn State était 7e et Iowa était 24e à l'AP People. Et c'était le match qui comptait pour le Whiteout Game. Hein, d'ailleurs, seconde meilleure affluence de l'histoire des Nittany Lions, hein, plus de 110 000 personnes. Iowa termine le match avec 76 yards et 4 first down. C'est hallucinant. Non, mais frère, Ils ont 14 minutes de temps de possession. 14 minutes à 45 minutes c'est Le temps de pourtant, possession de la Namibie. ils ont pas c'est un enfoiré. Ils ont autant de flags que Penn State. Bon, 4 fumbles perdus, ça par contre, ça pique un peu. 1 5 sur passes 9 en third complétées. down, c'est incroyable. 5 passes complétées. mais Et il y a tu tout le sais monde qui que nous vendait McNamara comme le Ouais, ça sauveur va, offensif d'Iowa. tu peux me citer. Hein. Il est à 5 sur 14, 42 yards. mais tu sais que encore l'année dernière, à la limite, Iowa, ils ils étaient nuls en attaque, mais ils étaient bons en défense. Là, ils se sont fait Ils se sont fait rouler rouler dessus, dessus hein. par l'attaque de Penn State. Après, tu m'étonnes, hein, Et ça en dit long sur Penn State aussi, hein, je trouve. quand ta défense joue 90% du match, à un moment, les mecs ils sont fatigués, surtout face à une équipe comme Penn State. Non, mais sincèrement, moi je l'ai regardé le match, hein, je l'ai regardé en deuxième écran, etc. En plus, bon, je pense que les auditeurs, vous le savez, mais on est plusieurs, enfin ça dépend des slates, etc. Mais on est plusieurs à tweeter, à faire les live tweets sur le compte The Trick Play sur Twitter. Moi, je devais gérer ce match à Iowa Penn State. Non, mais c'était un enfer, gros. Un enfer. Belle victoire de Penn State, faut Ouais. le notifier. Il y avait beaucoup de recrues qui étaient présentes. C'était le whiteout, évidemment. Je Mm. vous invite à aller voir les images du whiteout. C'est tout bonnement exceptionnel. Et comme l'a dit Gus, c'était la deuxième plus grosse affluence de l'histoire des Nittany Lions. Sachant que ce week-end, il y a eu quand même au moins trois matchs à plus de 100 000 spectateurs. Quand je dis plus de 100 000, c'est en moyenne 110 000, quelque chose. C'est du college football, hein. En NFL, il n'y a pas d'aussi gros stade. Dans le monde entier, à part à Pyongyang, en Corée du Nord, et le Camp Nou à l'époque, il n'y a quasiment pas d'aussi gros stade. Voilà. C'était. Il n'y a rien à dire en fait. Ferenc, Sur il Penn y a un State, moment. justement, Hein je trouve que sur Penn State a la meilleure défense du pays. Il a 219 yards par match encaissé. Bon, après, Ouais, mais évidemment, non, tu mais affrontes l'attaque en Iowa. face, ouais, je suis d'accord. Non, ils ont une excellente défense, hein. Ça, je Mm. vais pas te dire l'inverse. En revanche, l'attaque d'Iowa, c'était tellement mauvais que là, je peux même pas juger la défense de Penn Ouais, State sur ce match, c'est vrai. tout simplement. En revanche, c'est vrai que Penn State, mine de rien, on l'a dit en pré-saison, mais c'est l'équipe en Big Ten East qui a le plus à gagner cette année. Ils se retrouvent C'est face ça. à Michigan. Moi, j'ai toujours des doutes. Vous Ouais. savez, Bah, et d'ailleurs, Carbo, Michigan a du mal là, face à Rutgers. Victoire ouais. 31-7, la première fois de l'année où ils respectent le spread. Et vous savez, Carbo, il a un T2 dans mon crâne de toute manière, donc ça changera pas. Mais en T2, revanche, T5, hein. ouais, Ohio State, on en a parlé. Là, c'est un petit peu qui tout double. C'est ou bien maintenant ça boom après Mm. cette victoire face à Notre-Dame, ou bien ça va rester correct, enfin, correct pour le niveau Ohio State, hein, je me comprends. Mais ça va pas, voilà, ça peut upset face à Penn State. Et je pense que Penn State a toutes les armes. C'est vraiment l'année où il y a du monde d'assez d'assez expérimenté, même si Drew Allard, sa première saison en tant que titulaire, il avait pas mal lu le terrain déjà. Bah, Mais là, voilà, je Douala pense termine à que 4 touchdowns, à 25 sur c'est- 37. ouais, ouais, tout à fait. Je pense que c'est l'année pour Penn State de faire certaines choses en Big Ten East et pour Franklin aussi de prouver à tous ceux qui ont tendance à dire que, voilà, ont tendance à un petit peu le critiquer, à vouloir voir le programme plus haut. Bah, c'est peut-être son année pour avoir son mot. Et J'ai juste une vas-y. dernière stat, excuse-moi. Ah, bah, peut-être qu'on a la même. Sur les trucs ESPN, vous savez qu'il y a par exemple pour les QB en NFL, il y a le passer rating, donc qui va jusqu'à 158.3. En NCS, c'est un peu différent et je sais pas du tout comment il est calculé parce que par exemple, donc Kyle McNamara, on vous a dit qu'il finit à 5 sur 14, 42 yards, 0 TD, 0 interception. Il a un QB rating de 32.3 et en fait, le QB rating de 32.3 est quand même supérieur à celui de Shedeur Sanders pour Colorado par exemple. Il finit à 23 sur 33, 159 yards, 1 TD, 0 interception. Et il a un QBR de 28,2. Donc ça, je ne sais pas comment c'est fait. Va falloir que je me plonge dans les calculs apocalyptiques du college football, qui je pense ressemble aux calculs du classement FIFA. Mais voilà, c'est un QBR qui est sacrément, je vais pas dire négatif parce que c'est pas le cas, mais 32,3 de QBR, c'est très très bas. Et encore une fois, ils ont joué 33 jeux dans le match.
5 passes complétées, c'est Et même Spencer Petra, je suis même pas sûr. Faudrait que je regarde dans les les annales de dinguerie qu'on a sorti l'année dernière sur Spencer Petras, mais je suis même pas sûr que ce Petras l'ait fait, ça, tu vois. et Et sachez, pour ceux qui nous écoutent, que Kevin, quand il dit qu'il va faire quelque chose dans ce style-là, il le fait toujours, hein. Ça, c'est vraiment Ah, pas des il y a un PowerPoint, un Excel qui sort dans 2 jours, là. Et j'ai une autre stat. À la fin du troisième quart-temps, bon, il restait une minute. Iowa avait plus de turnover 3 que de first down. Ils en avaient que 2. Et dans ce même troisième quart-temps, Penn State a scoré évidemment 3 touchdowns et a tenu le ballon pour 13 minutes et 26 secondes sur les 15 minutes. Et sur les 1:34 du coup qui est resté à Iowa, il y a eu évidemment ils ont eu un punt et McNamara a fumble un ballon et le fumble a été recouvert par la défense de Penn State. Évidemment, en tant que bon psychos, Brian Ferentz, le coordinateur offensif, est maintenant à 21,3 points par match. Il doit être à 26,7 sur le reste de la saison pour être au-dessus de la marque fatidique du seuil de 25 points par match pour garder son poste. On termine sur Kansas BYU, parce que je pense que Kansas est une équipe dont il faut aussi parler. Les Jayhawks sont en 4-0. Ils ont battu BYU, alors que BYU avait quand même battu Arkansas la semaine dernière à Arkansas, hein, à Fayetteville. Donc ils ont gagné 38-27. Kansas a été notamment excellent sur les turnovers, je crois au début du match, hein, sur le tout premier jeu de BYU le tout premier jeu de BYU en Big 12, hein, parce que c'était leur premier match dans cette conférence. Et ils ont récupéré le ballon sur un sac pour inscrire un scoop and score. Et ce qui est aussi intéressant, et j'ai envie de faire le prolongement avec Duke, qui Duke d'ailleurs accueillera le College Game Day pour le match face à Notre-Dame à 1h30 du matin sur ABC dans la nuit de samedi à dimanche prochain. C'est la première fois que Kansas et Duke sont classés dans le même top 25 de football, évidemment, depuis la saison 1960. Et en plus, les 2 prochains matchs de Kansas et Duke sont face à des équipes classées. Kansas affronte Texas à Austin et Duke accueille Notre-Dame, comme je l'ai dit. Et voilà, c'est 2 équipes qu'il faudra regarder la semaine prochaine. Le slate est un petit peu moins bien que évidemment celui qu'on vient de connaître. Ça nous permettra de nous intéresser à des équipes un peu moins en vue ou du moins de moins gros noms. Et juste pour conclure, tu parles de Duke, c'est très bien parce que le ESPN College Game Day va à Duke le week-end prochain pour C'est la la première fois. confrontation entre tes Fighting Irish et de Notre-Dame et Duke, ce qui est une excellente nouvelle pour un programme comme Duke que je trouve top. Là, tu as parlé de Kansas et de Duke, c'est top. Et encore une fois, si vous voulez aller voir au moins le résumé de ce match entre BYU et Kansas, ça vaut le détour. C'est du vrai football. Ça joue tous les coups à fond. On a 2 bons quarterbacks, même si Slovis se fait intercepter 2 fois, etc. C'est ce que je définis comme du vrai college football appréciable. Voilà. On termine avec nos MVP de la semaine. Je vais m'autoriser à commencer. Moi, c'est Cameron Ward, évidemment. 4 touchdowns à la passe et un touchdown à la course. Je vais même aller plus loin, les gars, avec Cameron Ward. Et pour moi, il est rentré dans le top 5, même dans le top 3 des prétendants au Iceman. Il a le bilan, il tient une belle histoire, il a une belle histoire du college football sur ses épaules et il est à 1389 yards, 13 touchdowns à 75% de complétion. Il a lancé 0 interception et il a aussi inscrit 3 touchdowns à la course, le tout évidemment face à des équipes comme Oregon State, Colorado State qui est meilleur et Wisconsin. Pour moi, ça c'est un bilan d'Iceman, de vainqueur du trophée Iceman. Je vais te suivre. Je voulais dire Cameron Ward aussi, mais tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Je vais rester dans ton optique là, par rapport à Iceman, etc. Il y en a un autre aussi qui est excellent depuis le début de la saison, dont personne ne parle, mais qui fait un taf énorme. Et allez, je vais le mettre MVP, même si... Enfin non, je vais le mettre MVP. Spencer Rattler pour la victoire de South Carolina face à Mississippi State. 3 touchdowns, seulement entre guillemets 288 yards, 43 à la course, mais surtout 18 passes complétées pour 20. Il fait un énorme début de saison.
Et voilà, il fait partie des quarterbacks qui sont devenus ultra fiables en college football et qui il atteint son potentiel là, en ce moment. Donc voilà, je tenais, même moi qui a été un gros détracteur de Rattler pendant des années, je tenais quand même à le mettre en lumière sur ce week-end. Et je tenais aussi à vous faire rappeler que le meilleur quarterback actuellement sur la plupart des stats en Big Ten s'appelle Tolia Tagovailoa. Bref. Kevin? Et pour moi, ce sera un QB dont je suis pas sûr que. Je suis persuadé qu'on n'a pas cité le nom depuis les previews, je pense. Et on va rester dans les quarterbacks pour continuer la traîne. Ce sera le QB de Louisville, Jack Plummer, anciennement. De Cal et de Purdue. C'est ça, 3 années à Purdue, 1 année à Cal, qui a jamais été un joueur très très folichon, mais qui dans la victoire de ses Cardinals contre Boston College, qui on a vu, Boston College a posé pas mal de problèmes à Florida State le week-end dernier. 18 sur 21, 388 yards, 5 TD, 0 interception. Et tout à l'heure, je parlais du QB rating. Un QB rating de 319.5. Faut savoir que la deuxième meilleure marque de cette saison, alors là, il va falloir se mouiller la nuque, les gars. La deuxième meilleure marque, c'est Emory Jones, qui avait fait 280 en week 1, je crois, avec Cincinnati. Donc voilà, il a fait un match très 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 propre. C'est potentiellement il marque la moitié de ses TD de cette saison à la passe contre Boston College, mais voilà, un match d'une propreté qu'on connaît pas forcément à Jack Plummer, et c'est pour ça que à Jack Plummer, pardon, et c'est pour ça que je voulais le mettre en lumière sur ce week-end. Eh ben merci Kevin, merci Elio pour MVP et surtout merci d'avoir été là pour cet épisode. Épisode évidemment que vous pouvez retrouver, enfin si vous êtes à ce moment-là du podcast sur toutes les plateformes. On se dit à samedi pour le 1-2-6 de la semaine 6, non semaine 5 ou semaine 6, putain. Oui, Semaine 5. semaine 5 du college football. Déjà on attend tout ce temps et on est déjà à la semaine 5. Et voilà, ciao à tous. Salut Ciao. tout le monde, merci et go Maryland.